Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Bon début de soirée sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Vendredi 1er novembre dans les Radio X-Files et mon cher Christian Page. Je vous souhaite la bienvenue à l'antenne. Merci, je suis content d'être là. J'arrive En ce lendemain de Halloween. le jour des morts et je confirme que j'arrive des magasins et j'ai cru entendre un petit air de jazz que j'ose pas dire encore de la musique de Noël. Mais ça y ressemblait. Mais j'ai vu des décorations, par contre. On est rendu là. Ah, c'est vrai que sur le plan commercial, on passe rapidement de l'un à l'autre. Hein? C'est-à-dire que oui. là, au lendemain de Noël, immédiatement, là, quelques jours après, on voit apparaître les décorations pour la fête de la Saint-Valentin. Puis là, tout d'un coup, plus de Saint-Valentin, là, c'est la fête de la Saint-Jean. Écoute, c'est incroyable à quelle vitesse, là, sur le plan commercial, on passe d'une fête à l'autre. Là. On fait les switches de façon assez rapide et on fait pas exception encore cette année, même si on a vécu des températures incroyables. Les premiers flocons s'en viennent, mais on aura eu les décorations de Noël avant. Oui, c'est ça. Mon cher Christian, ce soir, c'est la thématique du vendredi avec la parapsychologie. Et tu veux commencer dans tes sujets, c'est toujours de l'actualité qu'on fait relié à des phénomènes, soit de phénomènes paranormaux ou de parapsychologie. Et tu veux nous parler... Cryptozoologie Ou aussi. de cryptozoologie. Et justement, c'est ton premier sujet en parlant de Bigfoot. Ben oui, il faut rester un peu dans le ton de cette campagne américaine, hein, cette campagne politique. Dans le dernier week-end, justement, oui, là, avant les écoute, élections. on ne parle que de ça, hein, ça mobilise tous les médias. Puis évidemment, c'est le bras de fer entre Kamala Harris et Donald Trump, mais également dans les États, parce que, les gens, on vote également pour des représentants dans les États. Et, des fois, les stratégies sont particulières. Hein? Et j'étais un peu surpris de voir au cours des dernières années le nombre de fois où le mot ovni, par exemple, a été prononcé par des politiciens qui étaient en campagne. Hein. Encore il y a quelques jours à peine, Donald Trump était reçu chez Joe Rogan pour son fameux podcast, Rogan Experience, et bien sûr, il a été question des ovnis. De toi à moi, là, si Donald Trump savait quelque chose sur les ovnis, il y a longtemps qu'il l'aurait publié, tu comprends? Ah oui, ça aurait été vendu, cette idée-là. Oui, là, il l'aurait vite vendu, là. Mais c'est toujours bien, tu sais, de jouer cette carte-là. Ouais, je sais des choses. Puis, là, Donald Trump l'a fait. Il faut savoir qu'avant lui, Hillary Clinton, durant sa fameuse campagne, qui avait été justement ce bras de fer entre elle et Donald Trump lors de la première élection de M. Trump. Et durant cette campagne électorale, Hillary Clinton avait également déclaré dans une émission de fin de soirée, la question des ovnis était arrivée comme ça, venue de nulle part, et on lui a dit, ouais, les ovnis, puis là, elle avait dit, ah oui, mais on sait quand même que les Clinton sont autant Hillary que Bill ont un intérêt pour cette question-là. Et déjà, d'ailleurs, Bill Clinton avait raconté que lors de son deuxième mandat, une des premières choses qu'il avait fait, c'est d'envoyer un de ses délégués, un dénommé Podesta, il l'avait envoyé dans la zone 51. Hein, il avait mis ça à la télé. Il dit, oh, oui, il dit, comme tout le monde, j'avais entendu parler de ça. Puis quand il est arrivé au deuxième mandat, il y avait un des proches conseillers de Clinton, John Podesta, qui était très intéressé par cette question d'OVNI. Et il en avait parlé à Bill. Puis là, Bill, je parle de Bill comme si c'était mon ami. Là. Et là, Bill lui a dit, gars, on va t'envoyer dans la zone 51. Puis il avait admis sur les ondes de la télé, évidemment, on y croit ou on y croit pas, mais il dit, j'ai envoyé mon délégué. Puis finalement, quand il est revenu, il me dit, il n'y a pas d'OVNI. La seule chose qu'on fait là, c'est du développement aéronautique. Parce que lui, il aurait eu tous les accès. Là. On lui aurait ouvert la voûte aux ovnis. Là.
Mais enfin, c'est ce qu'il avait dit, puis c'était assez étonnant. Bon, il s'était déjà prononcé sur cette question-là. Il avait également clairement exprimé qu'il n'y avait pas toutes ces histoires de crash d'ovnis puis de récupération. C'est un peu de la foutaise. Mais quand même, lorsqu'est arrivée la fameuse campagne électorale, on est en 2016, là, je pense, la campagne Oui, électorale. 2016, 2020, 2024. Donald Trump, ben, encore une fois, hein, cette question-là des ovnis était revenue sur le devant de la scène. Et elle avait dit en émission de fin de soirée que et éventuellement, si elle était élue à la présidence des États-Unis, elle allait regarder ça de plus près et probablement mettre sur pied un nouvel organisme pour enquêter sur les ovnis. Bon, ça a été fait, on le sait, là, depuis 2023, maintenant il y a l'ARO qui existe, mais c'est amusant de voir que des politiciens ont joué un peu cette carte-là, où on glisse un peu dans l'univers du surnaturel là, pour essayer d'aller chercher un électorat plus grand. Et là, c'est du côté de l'Idaho que ça se passe. On a le candidat républicain qui s'appelle Chandler Stewart Adraba, qui lui, se joue un bras de fer avec Sonia Galaviz, qui est la démocrate sortante. Et là, évidemment, toutes les promesses sont permises. Hein. Je dis souvent ça à des amis. Quand tu es dans l'opposition, là, puis même au Québec, c'est vrai, là, quand tu es dans l'opposition, tu peux dire n'importe quoi. Si tu critiques n'importe quoi, moi, là, Christian Page, dans l'opposition, parti un tel, ben, demain matin, votez pour moi, puis les élections, après les élections, là, il n'y aura plus de problème, les hôpitaux. M'a changé le château Frontenac en centrale nucléaire. Ça va être fini. C'est du grand n'importe quoi. Là. Ça me fait toujours rigoler un peu quand je vois l'opposition qui nous sort des affaires, puis ils sont toujours meilleurs que le parti au pouvoir, puis ils font des promesses. C'est tellement facile quand t'es pas là. Mais notre monsieur Adraba, là, il y a une belle bouille. Il y a une belle bouille. Ah oui, il y a une belle bouille. Et là, lui, ce qu'il dit, c'est que si on vote pour lui, hein, il va probablement déclarer le Bigfoot animal officiel de l'État. OK. Parce qu'il faut savoir que dans l'Idaho, c'est l'un des États où il y a le plus grand nombre d'observations de Sasquatch qui est rapporté. C'est également l'un des États où il y a les plus grandes communautés d'ours noirs. Okay. Bon, je dis ça comme ça au hasard. Ah. Bon, parce que récemment, il y a une étude qui a été faite par la Société de zoologie de Londres, qui a publié dans le Journal of Zoology, qui est un journal très respecté dans le domaine de la zoologie, et il démontrait de manière très claire, chiffre à l'appui, que les États où il y avait le plus d'observations de Sasquatch ou de Bigfoot, c'était les États où il y avait les plus importantes populations d'ours noirs. Fait que chercher l'erreur. Fait que bref, il dit, voilà, moi je vais faire de l'animal du Bigfoot l'animal officiel de l'État. Et son idée, hein, il croit qu'avec ça, ben, il va faire de l'État de l'Idaho une destination primée par une destination de choix par les amateurs de cryptozoologie et augmenter le tourisme naturel pour venir essayer de chasser le Bigfoot. Bien sûr, il dit que s'il est élu, non seulement il fera de l'animal la créature officielle de l'État, mais également il s'engage à mettre de l'avant des balises pour qu'on ne chasse pas le Bigfoot là, n'importe comment. Là. Donc, on pourra organiser des safaris photos, mais je ne crois pas qu'on va tirer sur l'animal. Ce qui est amusant de voir là-dedans, c'est que tu regardes le paradoxe. On a un politicien qui est là, qui nous lance des trucs à propos du Bigfoot, propose de faire de l'animal la mascotte, il propose même d'établir des lois pour protéger son environnement, mais tu n'as absolument aucun mot de la part d'une communauté scientifique. Ah! De toi à moi, là, si le Bigfoot existait, là, puis il y avait la possibilité que cet animal-là soit éventuellement en voie d'extinction. Ben, tu peux être certain que tous les zoologues ou les anthropologues feraient front commun pour dire, ben écoutez, oui, on va appuyer cette décision-là, puis que peu importe que ce soit des démocrates ou des républicains au pouvoir, on a un animal qui est en voie d'extinction, donc il faut absolument le protéger. Comme ces mêmes communautés de scientifiques ont pris position par rapport à la protection du puma ou de d'autres animaux en voie d'extinction en Amérique du Nord. Mais là, c'est drôle, on a tout un débat qui se fait dans l'arène politique. Puis, si tu regardes du côté des scientifiques, tu entends pratiquement là, des oui,
Ouais. C'est le bruit des sauterelles et des criquets. Là, Oui. tu sais. Est-ce que c'est Fait parce que- qu'on le prend pas assez au sérieux puis on se dit, garde, dans 4 jours, c'est fini, là? Ben oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais, fait que bon, bref, mais c'est amusant. Tu sais, je me demande combien, avec une promesse comme celle-là, combien de gens, de passionnés du Bigfoot vont dire, oh, je vais aller voter pour mon candidat républicain pour qu'on puisse avoir notre mascotte officielle qui sera le Bigfoot. Tu sais. Bon, ben en fait, c'est assez amusant. Bon, quand c'est pas les ovnis, ben là, ça devient le Bigfoot. Tu sais. C'est assez comique, en effet. La Ouais. prochaine nouvelle dont tu voulais nous parler, je la trouve très intéressante. On parle du phénomène des sensitifs, les sensitives, Oui. les médiums qui Ouais, s'étaient trompés. Oui, c'est une histoire assez intéressante. Hein? C'est paru il y a quelques jours. Donc, je te place un peu dans l'histoire. On a un dénommé Dick Morrow, c'est ça, Richard Morrow, qui a perdu sa fille en 1986. Hein? Sa fille, Kim Morrow, avait 17 ans et elle est disparue un soir alors qu'elle disait qu'elle s'absentait seulement pour 1 heure ou 2, puis elle n'est jamais rentrée à la maison. Et là, ben, tu comprends, donc depuis 1986, 38 ans. 38 ans plus tard, la famille n'a toujours pas perdu espoir de retrouver ses restes. On a fait un peu une croix. On est bien conscient qu'elle doit être décédée depuis, mais on continue de chercher ses restes, question de pouvoir faire le deuil de la situation. Et puis, voilà qu'il y a quelques jours, en fait, c'était en septembre, donc il y a quelques semaines plutôt, Richard Moreau, donc le père, toujours à la recherche de sa fille, décide de faire appel à une sensitive. Et là, donc, ça se passe en banlieue de Portland, dans le Maine. Il fait appel à cette sensitive et qui, on va commencer à prendre des photos de sa fille, aller sur les derniers lieux où on a vu sa fille. Et puis, éventuellement, elle va, en suivant les effluves, elle va guider M. Moreau dans un petit boisé qui est une allée qui est derrière un commerce de bowling, là, de quilles, là, bon. Et elle l'amène là, et assez rapidement, en tassant des branches, ça, ils vont trouver des ossements humains. De toi à moi, là, si c'est le hasard, là, t'as un maudit bon hasard. Parce que moi, tu sais, quand je me promène dans le bois, je trouve pas souvent des os humains. C'est là. le Mais hasard bref, ou une personne bien informée. C'est un ouais, ou c'est ça. l'autre. Donc, elle guide donc M. Moreau sur place. Il trouve des restes humains. Évidemment, on parle ici d'une partie de crâne, tout ça. Donc, on fait vite appel on fait appel à la police qui se rend sur place, constate effectivement qu'il s'agit d'os humains. Et ce sont des ossements qui sont anciens. On le voit là, les os sont blanchis, tout ça, il n'y a plus de chair, c'est vraiment à l'état squelettique. Donc, les os sont envoyés à l'Institut médico-légal. Et bien sûr, on peut comprendre que M. Moreau était dans l'attente de savoir est-ce que ce sont les restes de sa fille. Est-ce que la sensitive l'a guidé finalement là où sa fille aurait été assassinée. Et puis le verdict tombe, le rapport du médecin légiste, c'est qu'il s'agit d'ossements d'un homme. Et à ce moment-là, quand on fouille dans les registres, on s'aperçoit à peu près à la même époque où a disparu la fille de M. Moreau, Kim. Lorsqu'elle a disparu, il y a à peu près dans la même période, on est au milieu des années 80, il y a un homme de 28 ans de Livermore Falls, qui est une ville voisine, un certain Harold Simpson, qui lui aussi a disparu. Et là, on n'a pas encore l'analyse ADN, mais le médecin légiste est catégorique qu'il s'agit bel et bien d'ossements d'hommes, donc il pourrait peut-être s'agir des ossements de ce Harold Simpson. Ce qui est assez extraordinaire ici, c'est que la sensitive a guidé monsieur Moreau, elle l'a guidé sur ce qui pourrait être une scène de crime, mais pas la scène de crime Qu'on aurait souhaité. de sa fille. Voilà, c'est ça. Et au moment où on se parle, donc on est toujours on a retrouvé évidemment les proches de M. Simpson, on est en train de faire des analyses ADN. Bon, ça peut prendre un peu de temps, mais éventuellement, le verdict va tomber pour confirmer ou infirmer s'il s'agit bel et bien de lui. Comme on n'a trouvé que des ossements, les policiers restent ambivalents. Est-ce qu'il s'agit d'une scène de crime? Parce que, ce qui a été trouvé ne montre pas les ossements qu'on a trouvés, le crâne. Il n'y a pas un trou, par exemple, qui aurait été fait par une balle ou quelque chose comme ça. Pas d'indice évident qui permettrait de croire à un crime. Mais donc, on attend les résultats pour confirmer l'identité de la personne. Puis à ce moment-là,
là, on pourra déterminer si, il s'agit bel et bien de l'homme disparu, et une analyse plus poussée de la scène où on a trouvé le corps, ou les ossements, pourra peut-être permettre d'établir s'il s'agissait d'un crime ou non. Mais le fait que la sensitive ait conduit Monsieur Morrow à cet endroit-là, c'est quand même assez particulier. Il faut savoir que dans l'État du Maine, au moment où on se parle, si on regarde le registre qui remonte aux années 70 à peu près, il y a 35 personnes qui sont toujours sur la liste, 35 personnes qui ont été portées disparues et dont on n'a jamais retrouvé les corps. Et bien sûr, Kim Morrow et Harold Simpson font partie de cette liste-là de personnes disparues. Et quand j'ai lu cette nouvelle-là, ça m'a fait penser à une autre histoire qui, elle, est plus près de nous. Ça se passe au Canada, puis on est en mars 2024. OK. 2004, pardon. Et c'est la disparition d'une jeune femme qui s'appelle Kimberly Ann Sargent. J'avais été un peu impliqué dans cette affaire-là. Je l'avais couvert dans la mesure où, à l'époque, on tournait la série Dossier mystère à Canal D, et on avait fait un volet sur cette histoire-là. Donc, on a en mars 2004, il y a Kimberly Ann Sargent. C'est une jeune femme, début de la vingtaine, qui disparaît à Nelson. On est en Colombie-Britannique. Puis elle disparaît dans des conditions assez nébuleuses. On sait qu'elle avait des problèmes sentimentaux. Ça allait pas très bien. Elle vivait là, un stress particulier, puis une espèce de désarroi. Donc, on est inquiet. Même sa famille est inquiet qu'elle commette des gestes irréparables. Bref, elle disparaît dans des conditions nébuleuses. Rapidement, les policiers vont retrouver sa voiture abandonnée sur un stationnement. Et c'est un stationnement qui est adjacent à la gare. Donc, on a une voie ferrée qui traverse à peu près toute la Colombie-Britannique. Et on trouve sa voiture sur la gare. Dans le stationnement de la gare. Alors évidemment, les policiers s'interrogent, est-ce qu'elle serait montée à bord d'un train vers une destination X ou Y? Quand on regarde, par exemple, les billets de train qui ont été achetés, les passagers quand le train s'est arrêté, les destinations où les trains qui se sont arrêtés ont été, qui a monté à bord, et on ne retrouve pas de trace de Kimberly Ann Sargent. Donc à ce moment-là, les policiers vont entreprendre de vastes recherches dans les environs. Quand je dis vaste recherche, là, on comprend qu'on utilise des chiens, un hélicoptère, on utilise des bénévoles, et on fouille à fond toute cette région-là, et on ne trouve absolument rien. Donc l'affaire Kimberly Ann Sargent reste un peu comme ça, une affaire non résolue. On ignore si elle s'est suicidée, si elle a été assassinée, ou si elle est montée à bord d'un train vers une destination autre et qu'elle a décidé de changer d'identité pour disparaître. Et puis, elle était majeure à ce moment-là? Oui, absolument. Okay. Elle avait 24 ou 25 ans. C'est okay. Une jeune femme au début de la vingtaine. Et c'est assez amusant parce que 8 mois après cet événement-là, il y a un résident de Nelson, un dénommé Norm Pratt, qui est connu quand même localement pour être une espèce de sensitif, une espèce de voyant, etc. Et Norm Pratt va raconter qu'à quelques reprises, depuis la disparition de Kimberly Ann Sargent, donc sur une période d'à peu près 8 mois, il a rêvé à quelques reprises à la jeune femme en question. Mais chaque fois, le rêve, le songe était trop flou pour donner quelque indice que ce soit. Mais arrive la fin, on est rendu en novembre 2004, il y a une vision qui est absolument claire de l'événement. Il voit les lieux, il peut même une espèce de vision. Il me racontait, c'était comme une espèce de vision où je me trouvais comme au-dessus, comme une vision d'oiseau où je pouvais voir la forêt, là. Et là, à partir de cette information-là, il peut voir la gare, les montagnes, une vision du paysage. Donc, il retourne dans les bois. D'abord, il me dit, j'ai appelé la police, mais les policiers m'ont dit, non, les bois juste entre la voie ferrée et le stationnement où la voiture de Kimberly Ann Sargent a été retrouvée. Ces bois-là ont été passés au peigne fin. On a même utilisé des chiens pisteurs, des chiens spécialisés pour retrouver des cadavres, par exemple, et on n'a rien trouvé, donc c'est non. Puis évidemment, quand tu appelles les services de police puis tu dis que tu es voyant, tu t'étonnes qu'après 10 secondes, tu n'as pas la tonalité du téléphone. On a raccroché, tu sais. Mais bon, on l'écoute, on lui dit, non, c'est pas vraisemblable. Mais Pratt décide finalement de se rendre sur place.
Et il va partir et à partir du stationnement, il va retrouver la vision qu'il avait. Et il va lui falloir à peine quelques minutes, en fouillant, là, il va rapidement trouver un vêtement féminin, entre autres, une espèce de chandail. Et il prend ce chandail-là, l'amène au service de police. C'est visiblement un chandail de femme. OK. Donc, sur l'indice de ça, les policiers vont retourner sur place. Et même si les policiers restent très sceptiques, parce que c'est un secteur qui a été passé littéralement au peigne fin. Et puis, le 7 novembre, donc 2 jours après la découverte du fameux chandail, les policiers vont retrouver les restes de la jeune femme. Il s'agit très clairement de Kimberly Ann Sargent. Quand on retrouve son corps, on constate qu'il n'y a pas d'acte de violence. C'est elle qui s'est suicidée à ce moment-là. OK. Donc, il n'y a pas eu une violence. Elle a visiblement consommé des drogues, puis elle s'est comme endormie dans le boisé, là, si on peut dire ça comme ça. Mais ce qui est étonnant ici, c'est encore une fois, il n'y en a pas beaucoup des cas où les médiums vont être impliqués avec des résultats très probants. C'est ça, comme c'est ça le ouvre cas. la porte à les utiliser. C'est une question qu'on a posée dans les dernières semaines, Ouais, la place des médiums dans les recherches de disparus. Ouais, et dans ce cas-là, moi, j'avais rencontré les policiers de Nelson, le chef de police de la brigade, et il m'a dit ouvertement à la caméra, il dit « N'eût été là, de Norm Pratt, il dit, on chercherait probablement encore le corps de Kimberly Ann Sargent. C'est sans lui, là, il n'y aurait jamais eu la volonté ni l'intention de retourner fouiller ce boisé qu'on avait pourtant la conviction d'avoir passé au peigne fin. Donc, encore une fois, c'est comme tu dis, ça relance cette idée-là de, oui ou non, doit-on utiliser des voyants, parce que est-ce qu'on a des résultats probants? Mais dans ce cas-là, il est très clair que l'utilisation, un peu malgré eux quand même, mais l'utilisation de ce sensitif a permis de retrouver le corps de cette jeune femme pratiquement 8 mois après sa disparition. Et c'est fou aussi, dans l'histoire, la première partie de l'histoire qui nous concernait, c'est de retrouver une autre victime d'un cas qu'on pensait de façon complètement désespérée, non résolu à jamais. Oui, ça a fait avancer des choses des fois. Oui, et c'est ça qui est un peu surprenant, c'est qu'on soit sceptique ou croyant, tu te dis, c'est quand même, si ce n'est que le hasard, c'est un hasard quand même incroyable. Une sensitive qui est amenée à enquêter sur la disparition d'une jeune femme disparue dans les années 80, trouve le corps d'un jeune homme disparu à peu près à la même époque. Ouais. Tu sais, c'est quand même surprenant, là. Bon, fait qu'on va mettre ça sur notre tablette, puis on va y réfléchir, tu sais. Oui. On prendra pas position, tu sais. Je prends pas position, mais mon cœur a quand même envie de vouloir y croire un petit peu plus, avec ce que tu me dis. Oui, il y a toujours des trucs un peu comme ça qui nous amènent à réfléchir. Tu sais, on peut pas se prononcer de manière définitive, mais en même temps, si on essaie d'être honnête, on peut pas non plus fermer la porte définitivement. On se dit, tiens, c'est quand même curieux, là, tu sais, que ça se soit produit de cette manière-là, avec les résultats qu'on connaît, tu sais. Maintenant, je regarde le temps, Christian. On approche 20 heures. On peut faire une pause. Et Oui, je crois qu'au retour, tu vas nous parler pratiquement de tant d'être dans la continuité de choses auxquelles j'aime croire ou que je me permets d'essayer, du moins, là, de penser que c'est réel. Est-ce que tu vas nous parler de communication au travers les rêves? Exactement. Et si c'est vrai, il faut bien le préciser, si c'est vrai, ça pourrait être une révolution. Mais on s'en reparle après la pause. Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X. De retour à l'émission des Radio X-Files et ce soir, on est consacré principalement au phénomène de cryptozoologie, de parapsychologie et de phénomènes paranormaux et je mets un point d'interrogation parce que Christian, ton prochain sujet, je me demande si je suis pas la seule à avoir vécu ça, le sentiment qu'on est venu me communiquer des choses dans un rêve, mais pas parce que j'ai rêvé à quelqu'un, mais parce que j'ai vraiment eu le sentiment que la personne en question, j'ai perdu mon père étant jeune à l'âge de 7 ans et non seulement ça faisait un petit bout qu'il n'était pas apparu dans mes rêve, entre guillemets, mais on dirait qu'il est venu briser le beat carrément de ce à quoi je rêvais. Comme si lui était témoin aussi, un peu en retrait de l'action dans mon rêve, et il est venu me livrer un message. Ça m'est arrivé une seule fois comme ça que j'ai eu le sentiment que cette voix-là venait d'ailleurs, entre guillemets. Okay. Vraiment spécial.
Mais tu sais que cette idée que les défunts parlent à travers les rêves, ça remonte à l'Antiquité, Ah hein, oui? parce que bon, le rêve en lui-même a toujours été un peu mystérieux pour les gens. Pourquoi on rêve, puis Ouais. qu'est-ce que les rêves nous apportent? Bon, mais même dans l'Antiquité, on croyait que les rêves étaient, et je dis dans l'Antiquité, mais même encore aujourd'hui, là, je veux dire, il y a une croyance populaire qui voudrait que, à travers les rêves, les défunts communiquent avec nous. Donc, c'est pas nouveau, cette idée-là. Mais la façon dont tu parles, là, on parle d'une communication avec un défunt. Et, mais ici, on n'est vraiment pas dans cet univers-là. OK. On est à autre chose. Donc, les C'est une communications nouvelle. oniriques. Ouais, c'est ça, des communications oniriques, hein. C'est une nouvelle, entendons-nous, ça serait révolutionnaire, mais pour l'instant, il n'y a pas de publications scientifiques qui ont été faites autour de ce sujet-là. C'est-à-dire que la nouvelle est sortie dans une presse populaire, OK. mais on attend de voir un article dans une publication scientifique et sérieuse. Donc, la nouvelle nous vient d'une compagnie qui s'appelle Ramspace. C'est une start-up de haute technologie là, dans Silicon Valley, là, avec les Elon Musk et compagnie. Là. Et elle, cette compagnie-là, Ramspace, d'ailleurs, en 2023, elle avait fait un peu la manchette parce que son fondateur, un dénommé Michael Raduga, s'était percé le crâne lui-même, puis il n'est pas neurochirurgien, il s'était percé le crâne Hein? pour s'auto-planter lui-même une puce pour mieux contrôler son sommeil paradoxal. Bon, tu sais, le gars veut vraiment mettre à l'épreuve ses propres patentes, tu sais, fait que bon, c'est un peu surprenant. Mais voilà, donc là, Ramspace fait de nouveau parler d'elle parce que c'est une compagnie qui travaille dans le développement des neurotechnologies et principalement les neurotechnologies axées vers le sommeil et le rêve. Parce que l'un des grands problèmes dans la culture dans le monde occidental, c'est les problèmes liés à ce qu'on appelle les parasomnies, donc les troubles du sommeil. Bon, évidemment, les très populaires sont les paralysies du sommeil, le somnambulisme, mais il y a aussi l'insomnie. Hein, veut dire, il y a une personne sur trois qui dit souffrir à l'occasion, sinon de manière assez fréquente, d'insomnie. C'est une vraie Donc, statistique? oui, oui. Wow, OK. Donc, une personne sur trois qui souffre à l'occasion ou de manière plus soutenue d'insomnie, c'est quand même énorme. Donc, évidemment, on peut considérer que la situation de vie du monde occidental là, a peut-être un peu contribué à ça, là, dans la mesure où on est dans un milieu de performance, on est dans un milieu où il y a énormément de stress qui est occasionné par toutes sortes d'éléments. Donc, on se dit, bon, ben... Tu te couches le soir puis tu penses à ton hypothèque, c'est sûr que ça ne favorise pas beaucoup ton sommeil. T'sais. Fait qu'on se dit, bon, il y a peut-être des éléments qui sont... L'insomnie peut être liée à plusieurs facteurs comme ceux-là. Et on comprend qu'une compagnie qui irait dans ce sens-là pourrait éventuellement faire beaucoup de sous avec des découvertes qui permettraient de favoriser le sommeil. Et c'est un peu ce que fait Ramspace. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont mené une expérience, et ça, c'est vraiment très particulier. Cette expérience-là concerne ce qu'on appelle le rêve lucide. OK. Le rêve lucide, je ne sais pas si tu en as déjà fait, mais on raconte selon les statistiques, on a 50% des gens qui ont vécu ou qui vivront un épisode de rêve lucide. Un épisode de rêve lucide, c'est tu rêves, mais tu sais que tu rêves. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans ton rêve. Mettons, par exemple, tu es poursuivi par un homme avec un masque de hockey et une chainsaw. Oui. Et tu te dis, finalement, c'est pas si grave que ça parce que je rêve. Donc, tu es conscient que tu rêves. Et ça, c'est ce qu'on appelle un rêve lucide. Oui. Donc, ce que cette compagnie a fait, le Ramspace, c'est qu'ils ont pris deux sujets qui disaient pouvoir... bon, le rêve, c'est toujours un peu... J'allais dire, le rêve, c'est paradoxal, parce qu'il y a un état de rêve qui est le rêve paradoxal, mais ce que je veux dire dans le rêve, qui est dans le sommeil, qui est le rêve, ce qui est paradoxal là-dedans, c'est qu'il y a des gens, quand on leur parle de rêve, il y a certaines personnes qui diront, moi, je ne rêve jamais. Alors que c'est pas vrai. Tout le monde rêve, puis on rêve plusieurs heures par nuit. Mais on ne retient pas toujours notre rêve. Donc, moi, par exemple, je te dirais, dans une année complète, je peux me rappeler peut-être de 3 ou 4 rêves par année, là.
3 ou 4 rêves. Des rêves marquants, souvent, là. Ouais. Puis il peut m'arriver de m'en rappeler en me réveillant. Hein, j'ouvre les yeux, puis pendant les premières minutes, là, je me rappelle que je rêvais à telle ou telle situation. Mais généralement, après un café ou deux, là, j'ai tout oublié mes rêves. OK. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et quand on parle avec des spécialistes, ben ça se travaille, ça, la mémoire du rêve. Hein? Il y a une condition à ça. Si tu veux vraiment te rappeler tes rêves, ben tu essaies de te conditionner mentalement, te rappeler tes rêves. Puis ce que tu peux faire également, c'est qu'à ton réveil, tu peux écrire ton rêve. Et peu à peu, tu vas développer une espèce de réflexe qui va te permettre de te rappeler tes rêves. Mais bon, on voit donc que notre lien ou notre relation avec le rêve, elle est, comment je pourrais dire, elle est adaptable. Elle est, on peut l'articuler, elle est à géométrie variable. Et donc, il y a des gens qui apparemment sont capables de faire des rêves lucides à volonté. Donc, ils savent, ils disent, bon, ben, dans mon rêve, je veux avoir cet épisode de lucidité où ils sont capables, au moment où ils sont dans le sommeil, de se détacher du rêve et de réaliser qu'ils font un rêve lucide. C'est de se détacher ou de le contrôler? C'est de le contrôler davantage, oui, effectivement. Donc, on a choisi 2 personnes qui disaient être en mesure de faire des rêves lucides à volonté. Donc, eux, il n'y avait pas de problème avec ça. Et ce que l'on a fait, au moment, ils sont placés dans des chambres séparées. Il y a un moniteur qui surveille leur réaction. Hein, donc, on peut suivre un peu, est-ce que ces gens-là dorment ou ne dorment pas, quels sont les états de sommeil, hein, parce que les états de sommeil vont varier. Hein, et on attend le sommeil au moment où le rêve se produit. C'est ce qu'on appelle l'effet REM. REM qui veut dire Rapid Eye Movement. Là, donc, l'œil bouge rapidement derrière les paupières. Donc, à ce moment-là, on sait que le sujet est endormi et qu'il rêve. Donc, ce que l'on a fait, on a pris des gens qui étaient en mesure de faire ces fameux rêves lucides. Et on a attendu qu'ils soient Bon, là, on se disait, OK, ces gens-là peuvent contrôler leurs rêves. Et à partir du moment où ils étaient dans cette fameuse période du REM, le Rapid Eye Movement, un de ces dormeurs avait on ne savait pas lequel serait lequel. Donc, c'est vraiment un test qui était fait en double aveugle. Ils se sont endormis avec des écouteurs sur la tête. Et quand ils sont entrés dans une de ces fameuses phases de Rapid Eye Movement, des mots ont été envoyés à l'un d'entre eux. Okay. Des mots qui ont été sélectionnés au hasard. Là. C'était vraiment un peu comme une espèce de boulier de la 649. Là, okay. Je veux dire, on ne sait pas ce qui va sortir. Donc, on a sorti un certain nombre de mots tout à fait au hasard. Et le test était que la personne, à ce moment-là, dans son rêve, devait se placer en état de rêve lucide, écouter les mots qui lui étaient dits, et aller les souffler, si je peux dire, à l'oreille ou les souffler à l'oreille de l'autre dormeur, tu comprends? Ou aller les répéter pour que l'autre dormeur, qui lui aussi avait des écouteurs, aller les répéter de manière à ce que l'autre dormeur les entende. Comme un jeu de téléphone. Voilà, c'est exactement ça. On a voulu jouer au téléphone, un reçoit le message et une fois qu'il y a le message, il va le rapporter à l'autre. Et on ne savait pas lequel serait le premier récepteur, qui serait le dernier receveur, et etc. Et donc, on a fait ce test-là, et à leur réveil, et les 2 participants ont été en mesure de nommer les mots qui avaient été soufflés, qui avaient été entendus durant la nuit, qui avaient été transmis de manière tout à fait aléatoire. Et donc, pour la première fois, on peut donc dire qu'il y a eu cette communication bidirectionnelle entre 2 personnes qui dormaient. Donc, un a reçu des mots et est allé les dire à l'autre. Si ça, c'est vrai, bon, évidemment, comme je t'ai dit, on va attendre de voir les publications scientifiques, mais si c'est vrai, c'est quand même révolutionnaire, parce que bon, on peut transmettre, ça nous indique qu'on peut transmettre de l'information à travers un rêve, mais en même temps, ce que l'on voit là-dedans, c'est l'ouverture vers toute une forme de thérapie inconsciente. Ouais. Tu sais, si on peut vraiment obtenir de l'information et comment je pourrais dire, mémoriser inconsciemment une information durant le sommeil, comme ça a été fait là, ces gens-là ont mémorisé une information et qu'ils se sont transmises,
Donc, on se dit, bon, est-ce que, par exemple, les gens qui vivent des phobies, des gens qui vivent des situations de stress ou d'anxiété, est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement développer une forme de thérapie qui serait transmise de manière inconsciente durant le sommeil, de manière à libérer les gens de ces éléments qui sont anxiogènes? C'est comme une façon, que je pourrais dire, supérieure, évoluée de l'hypnose, un peu. Oui, on peut dire ça comme ça, mais peut-être aussi parce qu'il y a des gens qui sont pas favorables à l'hypnose ou l'hypnose a quand même ses limites. Là, pour l'instant, c'est sûr qu'on est dans un univers de on le sait pas. C'est-à-dire qu'on a fait ce test-là et on ne sait pas dans quelle mesure ça peut impacter sur l'individu. Mais Ouais. si on peut réellement communiquer dans le rêve, bien évidemment, là, on faudra mener d'autres tests pour voir dans quelle mesure il y a l'impact sur l'inconscient de l'individu et dans quelle mesure il peut y avoir des aspects, disons, thérapeutiques à ce genre de développement. Mais pour l'instant, on est dans un... C'est On reste dans embryonnaire. ouais, c'est tout à fait embryonnaire. Et quand je regardais les critiques qui étaient faites par la communauté scientifique, il y avait un doute très sérieux qui était soulevé. On s'est dit, ben là, attends une minute. Non, attendons de voir une publication scientifique. Puis là, ensuite de ça, on pourra déterminer si oui ou non, s'il faut aller de l'avant avec ça ou s'il faut considérer que l'expérience a suivi des protocoles rigoureux. Il faut pas oublier que c'est une entreprise qui semble avoir des choses aussi à vendre pour se financer, là, comme les espèces de suppléments pour justement faire des rêves lucides. Oui, c'est ça. Donc, Il y a ça, moi, c'est mon bémol. Là. C'est comment ouais, ça c'est va ça. marcher, Donc, mais acheter ces cossins-là avant. ouais, là. c'est ça. Puis on a une nouvelle patente qu'on peut vous vendre, tu sais, pour 6 paiements de 29,95. Ouais, c'est Notre ça. super machine qui permet, bon, fait qu'il faut, c'est pour ça que je dis, attendons, parce qu'il y a toutes sortes, quand on tombe dans cet univers-là, c'est un univers un peu qui est du fantasme, hein, c'est Ouais. le milieu du rêve, puis tout ça, puis les communications par l'au-delà, puis par nos sens non connus ou non fonctionnels. Tu sais, bon, on ne sait pas trop comment ça fonctionne et on peut facilement duper des gens avec toutes sortes de promesses qui n'arrivent pas. Tu sais, je veux pas faire de publicité, là, mais tu sais, comme les tests, là, tu sais, si tu dors avec une lumière rouge ou une lumière bleue, Ouais. là, ça changera pas grand-chose à ton sommeil. Là, tu sais. OK. Peut bien te vendre pour 29,95 une lumière rouge, là, mais c'est pas garanti que tu vas dormir mieux parce qu'il y a une lumière rouge dans ta chambre. Tu sais, donc, il y a tous ces éléments-là, puis d'autant plus quand c'est des compagnies qui ont une visée commerciale, ben, il C'est faut ça. être excessivement prudent. Donc, on va suivre, on va dire, la trajectoire plus scientifique que cette avancée-là peut peut-être prendre. Oui, c'est ça. Tu sais, fait, c'est prometteur, mais attendons. Tu sais. Dans les derniers jours, Christian, je fais une parenthèse par rapport à ça, parce que ton prochain sujet concerne les fantômes. Oui. Et j'ai vu un article de Québécois concernant les fameux fantômes avec Tesla. Et ça m'a fait bien sourire parce qu'on a déboulonné ça assez vite dans l'émission, l'histoire des faux, supposément esprits qui se promènent dans les cimetières. Là. C'est vraiment parce qu'il n'y a pas les emojis encore de Pierre Tombal. Il Exact. faut arrêter ça tout de suite. Là. C'est des articles à clics. Là. Oui, c'est ça. Puis c'était assez amusant parce que pour ce reportage-là, TVA ont fait un reportage là-dessus hier. Puis on me voyait dans le reportage, j'ai donné un peu mon opinion là-dessus. Ils m'avaient appelé, tu sais. Fait que j'ai dit un peu ce que j'en pensais. Puis ils ont posé la journaliste est allée poser la même question à un chroniqueur automobile qui a répondu exactement la même chose. Il est clair que il y a dans le cimetière probablement des pierres tombales dues à leur forme un peu plus élevée, qui sont faites un peu plus dans le genre un peu obélisque. Ben, ces formes-là seront détectées par les appareils comme étant piétons. Puis ils vont donner une information qui va dans ce sens-là. Un point, c'est tout. Il ne faut pas imaginer que Tesla a inventé un appareil qui permet de voir les fantômes. On aimerait ça, mais bon, c'est pas encore sur le marché. Néanmoins, Tesla n'a pas prouvé que ça n'existait pas, les fantômes. Alors, en sous-question, Oui, c'est ça. pourquoi les fantômes portent-ils des vêtements? Voilà, je me suis fait poser cette question-là.
Puis je me suis dit, bon, j'aurais pu la garder pour en parler dans 2 ou 3 semaines dans notre émission sur les... tu sais, on veut une fois par mois prendre une émission pour répondre à des questions des auditeurs. Oui. Mais comme je me suis dit, bon, on est le lendemain de l'Halloween, je ne laisserai pas traîner ça pendant 3 semaines avant de répondre. Tu sais, des gens me demandaient pourquoi est-ce que quand on voit des fantômes, est-ce que les fantômes sont habillés? Ben, c'est pas d'aujourd'hui qu'on se pose cette question-là. Mais c'est une bonne question, je la trouve comique puis Ouais, intéressante en même temps. Puis d'ailleurs, un certain John Cruikshank, qui avait été l'illustrateur dans les romans de Charles Dickens, puis dans les romans de Charles Dickens, il y a souvent des revenants, puis il s'était posé aussi un peu cette question-là, puisqu'il était l'illustrateur, il devait illustrer les vêtements des fantômes, puis il s'était posé un peu aussi cette question-là, pourquoi est-ce que les fantômes ont des vêtements? Et là, on parle de 1863, là, quand la question avait été soulevée par Cruikshank. OK. Et la question, c'est, en réalité, l'image qu'on se fait du fantôme, là, c'est-à-dire le fantôme avec son drap, là, on comprend que c'est un personnage qui est coincé dans son linceul. Hein, parce que selon les méthodes d'inhumation dans le monde judéo-chrétien, les gens étaient placés dans une tombe avec un linceul. Donc, tu te lèves, tu as le linceul par-dessus la tête. Bien évidemment, l'image qu'on a de toi avec ton linceul par-dessus la tête, bien, c'est l'image populaire du fantôme, le fameux drap blanc. Okay. Hein, les gens ne savent pas d'où vient le drap blanc. Bien, J'étais le drap la blanc, première à plaider coupable. Oui, c'est ça. Donc, c'est notre linceul. Donc, on se lève d'entre les morts. On est capable de se lever, on est capable de marcher, mais on n'est pas capable de s'enlever le linceul qu'on a sur la tête. Bon, donc là, ça, c'est l'image du fantôme. Mais ensuite de ça, il y a plusieurs éléments qui sont proposés. Bon, évidemment, si tu poses la question à des amateurs de fantômes, des chasseurs de fantômes ou des gens qui croient aux manifestations des revenants, et on leur pose la question pourquoi est-ce que les revenants ont des habits? Parce que dans le fond, on veut bien croire que l'individu a une âme, mais s'il a une âme, puis même là, on pourrait porter plus loin la pensée. L'âme, est-ce que l'âme et mon corps font un, tu sais? Mon âme, elle n'a pas de forme. Pourquoi, quand le fantôme apparaît, il y aurait une forme d'une personne, puisque le reste, c'est de la chair et des os, tu sais? Il n'y a pas une âme dans les os, puis il n'y a pas une âme dans la chair. Il y a une âme qui est à l'intérieur de nous. Mais bref, on comprend que la question peut se décliner sous plusieurs formes. Absolument. Mais on se dit, bon, OK, mais les vêtements, eux, c'est clair qu'ils n'ont pas d'âme. Donc, pourquoi est-ce que les fantômes apparaissent avec des vêtements? Et pourquoi je peux pas choisir ce que j'ai le goût de porter aussi? Ouais. Pourquoi j'apparais toujours dans mes vieilles culottes jaunes, stretchées, là, un bouti qui était laid? Mais bon, il y a les amateurs de fantômes ou les gens qui s'adonnent au spiritisme ou qui croient à la théorie spirit diront, ben, les fantômes essaient de projeter une image d'eux, de manière à ce que les gens puissent les reconnaître. Donc, si ton père ou ton grand-père apparaît, bien évidemment, il va essayer, son fantôme va essayer d'adopter une forme qui t'est familière, avec des vêtements qui te sont familiers, pour que tu puisses le reconnaître. Bon, ça peut vouloir, ça vaut ce que ça vaut comme tentative d'explication. Oui. Et l'autre question également qu'on peut se poser, c'est peut-être aussi une forme de décence. Hein? Même quand tu rêves, hein, et tu rêves à des gens que tu connais pas, à moins de faire des rêves érotiques, là, mais en dehors de ça, quand tu rêves de façon générale, même si les gens dans tes rêves, tu ne les connais pas, ils sont toujours vêtus. Hein, tu rêves jamais à des gens tout nus. Parce que ça fait partie de notre mode de vie. C'est un code social. Voilà, hein, c'est une question de décence. Bon, les gens sont habillés, à moins de vivre tout le temps sur un... Ça pourrait peut-être poser la question à des adeptes du nudisme. Oui, quand ils rêvent, est-ce qu'ils rêvent à des gens nus dans le rêve? Je ne le sais pas. Mais bon, pour un code un peu plus puritain, bien évidemment, les gens qui nous entourent sont vêtus. Donc, dans nos rêves, on les voit vêtus et peut-être que c'est une question de puritanisme volontaire que quand les fantômes apparaissent, on les voit de cette manière-là habillés. Une autre possibilité que disent également les amateurs de spiritisme ou de théorie spirit, c'est de dire aussi que les vêtements permettent également de distinguer les classes. Hein, par exemple, si tu visites le château de Versailles et tu vois une femme avec une grande robe froufroutante, avec une peignure très élevée, tu vas dire, ben voilà, ça doit être quelqu'un qui fait partie de la royauté ou de la petite royauté. Ouais. Alors que si tu vois une domestique, ben les vêtements de la domestique te montrent également sa position sociale.
Donc, dans le fantôme, il y aurait également cette espèce de distinction sociale qui fait que certaines apparitions, à travers leurs vêtements, on pourrait deviner un peu leur rang social. Mais à partir de là, quand tu commences à avoir ces éléments de préoccupation du niveau social ou de la distinction de X ou Y en fonction des images qui te sont connues, là, on n'est plus vraiment, à mon avis, là, si on regarde, on glisse lentement vers le domaine de la science, nous ne sommes plus vraiment dans une approche spirit, mais plutôt dans une approche, disons, cognitive. Hein. C'est ce que tu veux voir en fonction de ce que tu crois. Une Parce de que mes hypothèses, ce serait peut-être que les vêtements qu'on va voir est peut-être le dernier souvenir ou la dernière fois qu'on a aperçu la personne. Ça va être peut-être cet habit-là, cet agencement-là qu'on va voir aussi. Oui, mais si tu vois des gens que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vus, par exemple, tu vas dans un lieu, je te donne par exemple, tu te retrouves à Versailles et tu vois le fantôme de Marie-Antoinette, ben, tu n'as jamais rencontré Marie-Antoinette, mais évidemment, à travers la littérature ou à travers une imagerie populaire, on peut s'imaginer le type de vêtements qu'elle portait. T'sais. Donc, tu vas probablement que ta vision va prendre forme en fonction de tes attentes. Donc, la grande question, c'est pourquoi les fantômes portent-ils des vêtements? Bien, parce que, on a un code social, comme tu l'as si bien dit, où les gens sont vêtus, et ce code social-là semble se transposer dans cet univers-là. Et ensuite, sur le plan de la science, c'est parce que aussi les fantômes, quelque part, sont peut-être directement liés à nos sens cognitifs, et nos sens cognitifs nous dictent que le fantôme doit avoir tel ou tel vêtement à la fois pour témoigner dans notre imaginaire, pour témoigner de sa personnalité, mais également témoigner de son rang social en fonction des lieux où tu te trouves. Tu sais, on comprend que si tu te retrouves dans une maison où tu sais qu'il y avait des domestiques et que le propriétaire, par exemple, je donne l'exemple de la maison Lalaurie en Nouvelle-Orléans. La légende voudrait que Madame Lalaurie avait un contrôle sur ses esclaves, elle était vindicative, torturait ses esclaves. Et la légende voudrait que les lieux soient toujours hantés par les esclaves, qui seraient décédés aux mains de Madame Lalaurie. Ben, si tu visites ce lieu-là et tu t'attends à voir un fantôme, ben, dans ton imaginaire et en fonction de la culture populaire, le fantôme devra forcément être un esclave. Et s'il s'agit d'un esclave, ben, il sera habillé avec des vêtements bon marché, avec des haillons, de manière à ce que tu puisses le distinguer de son rang social en fonction de ton attente. Donc, la question, elle est judicieuse, mais en même temps, elle répond un peu à cette grande question qu'on se pose, que sont les fantômes? Et si les fantômes sont habillés, ben peut-être parce qu'ils sont simplement une projection de notre imaginaire. Bon, ça reste une grande question, mais c'est quand même fascinant. Est-ce qu'on projette en haute définition ou on est encore dans des lueurs, des espèces de comment je pourrais dire ça, là? La question, en fait, que j'essaie de poser, c'est est-ce qu'on a étudié récemment sur la façon dont on pouvait percevoir un fantôme? Est-ce que ce ne sont que halos de lumière ou d'espèces d'effets? Quand on parle de fantôme, on parle bel et bien d'apparition, souvent un peu diaphane, transparent, ouais, mais bel et bien d'une apparition okay. que les gens peuvent voir au travers. Ce qui est intéressant aussi dans cette idée de fantôme, c'est qu'on voit que la culture a changé. Dans la mesure où, par exemple, des gens, reculons à la Renaissance, visitaient des lieux et là disaient, ben voilà, je suis allé visiter, par exemple, le château d'Henri VIII en Angleterre. Oui. Et j'ai vu des domestiques ou j'ai vu des gens de la petite royauté, de la cour du roi dans le château. Donc, ces rumeurs-là circulent depuis longtemps. Là. Hein, les lieux hantés, là, on a même des récits qui remontent à l'Antiquité. Hein. J'ai une histoire qu'on raconte souvent.
on est dans l'Antiquité, il y avait une maison à Athènes où les gens disaient qu'on entendait des bruits de chaînes et que la maison était hantée. Là, on a un récit là, très détaillé de cette histoire de maison hantée à Athènes. Donc, OK. l'idée des maisons hantées, c'est pas nouveau. Mais si on prend l'exemple que je te propose, des gens qui visitent à la Renaissance la maison, les lieux de Louis XIV, c'est ça, le château de Louis XIV, ils vont décrire des choses. Bon, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et par la suite, avec les années, des recherches menées sur ces lieux-là montrent que les personnes qu'ils ont décrites, par exemple, n'étaient pas habillées de cette manière-là. Donc, on a cru longtemps, je ne sais pas moi, que les domestiques de Louis XIV ou d'Henri VIII s'habillaient de telle ou telle manière. Et éventuellement, des recherches plus approfondies nous montrent que tel ou tel personnage ne s'habillait pas de cette manière-là, que la coiffure n'était pas exactement comme ça. Et pourtant, les gens voyaient des fantômes en fonction de la culture de leur époque. Hein. Si la Ouais. culture de l'époque voulait que ce soit comme ça, ben on voyait les fantômes de cette manière-là. Et ce n'est qu'en peaufinant les recherches, dans le cadre de l'histoire, dans le cadre, par exemple, des modes qui étaient en vigueur, même aussi des bijoux hein, qui étaient répandus à l'époque, au 15e ou 16e siècle, on s'est aperçu que les gens faisaient des erreurs, mais que ces erreurs-là d'observation étaient fondamentalement liés à leur culture qu'ils avaient de ce lieu-là ou des gens qui vivaient là à cette époque. Là, évidemment, c'est sûr que si on a un Européen qui visite un château de roi en Angleterre, c'est une culture qui est proche, mais si des gens visitaient, par exemple, des cultures qui étaient très étrangères, Ouais, par exemple, on allait au Japon, ou c'est en ça. Chine, hein, l'Occident, le Moyen-Orient ou l'Orient, hein, c'était quelque chose qui était un peu magique à ces époques. Hein. Les gens disaient, oh, je suis allé visiter Casablanca, je suis allé visiter Tokyo, ou je suis allé à Pékin. Et évidemment, quand on parlait de visites aussi éloignées au 16e, 17 ou 18e siècle, c'était vraiment le bout du monde. Hein. Les gens avaient été au bout du monde, c'était vraiment des cultures qui étaient tout à fait différentes. Et dans les cas de récits de fantômes qui sont liés à ces époques, bien, on voit que les descriptions sont conformes à une vision que l'on avait de ces éléments-là, mais qui n'étaient pas forcément la réalité. Tu sais, les recherches démontrent qu'on était complètement aux côtés de la plaque. Là, tu sais, là. Mais et comme je t'ai dit, c'est peut-être l'élément le plus intéressant, c'est de montrer à quel point on est lié à notre propre culture Oui. dans ce type d'apparition-là. C'est comme par exemple, tu sais, combien de fois on a vu des récits qui parlaient de... moi, je me rappelle quand on était jeune, à l'école, on parlait par exemple des hommes préhistoriques et notre vision des hommes préhistoriques était vraiment la vision tu sais, de l'homme bête. Là, tu sais, là, Oui. quand on nous disait l'homme des cavernes, tu sais, là, on voyait une espèce de brute avec une peau de bête Une et un massue. bâton, une massue entre les mains. Puis on disait, hey, ça, c'est l'homme du Cro-Magnon. C'est lui, ça. Or, aujourd'hui, on avait des récits, hein, des peintures et des dessins à l'époque qui circulaient, et c'est exactement ce qu'on nous montrait, c'était cette culture-là. Et il a fallu, au cours de l'anthropologie plus récente, bon, on a découvert qu'on était complètement aux côtés de la plaque, que ces gens-là n'étaient pas comme ça, hein, que l'homme du Cro-Magnon n'avait pas cette figure d'homme bête là, tel qu'on l'a imaginé, mais qui était beaucoup plus proche de l'image de l'Homo sapiens, ce que l'on est, nous, aujourd'hui. Là. Il y avait les arcades sourcilières un peu plus étendues, le nez un peu plus appâté, mais il restait quand même un homme, c'était pas une bête. Là, tu sais, là, bon. Fait qu'on, on voit que effectivement la culture nous amène éventuellement à changer notre vision de ce passé-là, et on peut clairement le voir dans le cas des phénomènes de fantômes, où on voit qu'au fil des siècles, les apparitions se sont calquées davantage sur l'évolution de la culture générale, alors que si le fantôme existait tel qu'il est, ben le fantôme ne changerait pas d'habit en fonction des siècles et des décennies. J'ai Voilà. adoré la question. Je salue l'auditeur qui a osé te la poser. Ça peut sembler une question un peu niaiseuse, mais je la trouve tellement rafraîchissante. Hein. Ouais, c'est pertinent. existentiel. Hein? Ouais, voilà. Dans l'univers des fantômes, c'est une des grandes questions pertinentes. Pourquoi les fantômes sont-ils habillés? Et là, ben, obligatoirement, ça nous renvoie à la culture populaire.
Eh bien, Christian, je te remercie beaucoup. Le temps passe tellement vite, c'est déjà l'heure Oui, de oui. se souhaiter un bon week-end. On est Absolument. disponible en rediffusion pour ceux qui ont manqué l'épisode en direct au www.radiox.com. La semaine prochaine, on sera dans la thématique des énigmes historiques et des théories du complot. Et Absolument. on aura passé le spectacle des élections américaines également en cours de semaine. Puis, et le Bigfoot sera peut-être devenu l'animal fétiche de Peut-être. l'Idaho. S'il y a une loterie, je vous conseille peut-être pas de faire vos paris, mais gardez l'œil ouvert, peut-être, sait-on Absolument. jamais. Merci, Christian. Bon week-end et aux auditeurs également. Et on se dit à lundi prochain pour Suspect X. Absolument. Salut. Bye bye.